Donc on va parler dans cette deuxième table ronde plus spécifiquement de l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises à travers 3 exemples d'entreprises. Évidemment, Inditex France et Zara. On va même faire un petit développement sur ce qui se passe en Europe, puisqu'on a vu que le projet jeune qui a été mis en place en France a fait des petits, puisque maintenant il est également en Espagne et qu'il devrait l'être ailleurs. On va également parler, donc il y aura à cet égard l'intervention de Virginie Reiss, qui est l'ex-DRH d'Inditex France, qui a chaleureusement remercié Jean-Jacques Salin tout à l'heure, quitte à la faire rougir, et qui maintenant est DRH d'Inditex Europe. On aura également l'intervention de Johan Boisdin, qui est l'ex-responsable du magasin Zara de la Défense, qui maintenant travaille au sein de la direction des ressources humaines de l'enseigne, et qui a la spécificité d'avoir participé en tant que directeur de magasin, en même temps en tant que grand frère, vous m'avez dit l'autre jour au téléphone, à ces différentes sessions de formation. Il a fait partie de ceux qui ont subi la marche de 30 km avec un sac rempli de cailloux dans le dos pour forger l'esprit d'équipe. Donc vous nous raconterez ça, et notamment aussi les questions d'intégration de ces jeunes dans les magasins, puisque Jean-Jacques Salin nous dit qu'il met au défi quiconque, au bout d'un mois, de définir qui est passé par cette formation et qui ne l'est pas. On aura également, pour revenir sur les questions plus spécifiquement d'apprentissage et d'alternance, 2 autres interventions. Celle de Isabelle Quénon, qui est directrice de la formation de Veolia Environnement, une entreprise dont on sait qu'elle est éminemment impliquée dans les questions d'alternance et d'apprentissage, au même titre que tout à l'heure Henri Lachmann, au nom de Schneider Electric l'été, et également monsieur Pierre Dumont, qui est le PDG de l'entreprise de la Commune et Dumont, une entreprise bicentenaire, dont vous êtes à la tête depuis 25 ans, entreprise de bâtiment, et vous êtes très aussi impliqué dans les questions d'insertion professionnelle de jeunes, puisque vous êtes administrateur de l'association Jeunesse et Entreprise. Enfin, cette table ronde sera conclue. On va prendre un petit peu de hauteur avec Erhard Friedberg, qui est juste à ma droite, qui est un sociologue, qui est l'un des chefs de file de l'école française de la sociologie en France, qui est professeur émérite de Sciences Po et qui a aussi le mérite d'être le créateur, le fondateur du premier programme de la School of Government of Public Policy de Jakarta, à Jakarta, qui est la première école à proposer un Master of Public Policy en anglais en Indonésie. Et c'est intéressant d'avoir un petit peu son point de vue transversal sur l'ensemble des expériences qui auront été présentées au cours de cette table ronde. Donc on va attaquer directement, on va revenir sur le projet jeune de Zara, d'Inditex France, et en préalable, je voudrais juste faire un petit commentaire. Moi, pour suivre cette opération depuis pas mal de temps, en avoir souvent discuté avec Jean-Jacques, on cite souvent beaucoup de chiffres, on donne beaucoup de détails sur l'opération, les 15 jours dans l'hôtel, la marche, etc. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai rencontré les jeunes il n'y a pas très longtemps, c'était à l'automne dernier, certains de ces jeunes, et en même temps, dans les histoires qu'ils peuvent raconter, c'est leur vie, c'est leur parcours de vie. Et on parle de jeunes défavorisés, de jeunes issus de milieux défavorisés, mais c'est bien plus que ça. Moi, j'ai 2 images en tête, 2 personnes en tête. Cette image de ce jeune qui avait traversé les frontières depuis l'Afghanistan, dans la dernière promotion, qui avait passé les frontières sous des camions et qui se retrouve aujourd'hui vendeur dans un magasin Zara. Et Jean-Jacques, vous me disiez, quand on voit la force de cette personne, de ce jeune, d'avoir voulu s'en sortir et venir en France pour trouver son Eldorado à lui, je veux dire, ça vaut, je pense, son histoire à lui, le récit quand il raconte ce qu'il a vécu pour venir en France, ça vaut tous les discours. Et le deuxième exemple, c'est cette histoire d'une jeune femme qui était une immigrée africaine, qui, vous l'avez rencontrée sur un quai de métro il n'y a pas très longtemps, vous ne l'avez pas reconnue. Et elle vous a dit merci, merci. Et là, vous vous êtes dit, mais qui sait, sa tête me dit quelque chose, je ne sais plus. Et cette femme, c'est une femme que vous aviez formée, qui faisait partie, je crois, de la première promotion, la première promotion de l'opération Jeune, et qui, grâce à vous, grâce à Zara, grâce au projet, avait pu faire venir son enfant en France, puisqu'elle avait confié son fils à ses parents, qui était resté en Afrique, et grâce à ce choix de vie, à ce projet de vie, elle avait pu faire venir son enfant en France. Voilà. C'est pas donc le projet jeune, ce n'est pas que des chiffres, ce n'est pas que des chiffres ou des données sur un papier, ce sont aussi des histoires de vie. Virginie Reiss, racontez-nous un petit peu, non pas la genèse, parce qu'on a déjà beaucoup dit, mais ces parcours de vie, ces jeunes, est-ce que c'est facile de les intégrer? Qu'est-ce que ça donne? Alors, si vous me permettez, avant, ce que je vais essayer de faire, c'est remercier notre directeur général, parce que je pense qu'ici, il y a bon nombre de salariés présents, et c'est juste ce mot, parce que je sais que l'entreprise le fait, notre président l'a fait aussi.
Aussi, on a des directeurs de magasins, on a des personnes représentées par le bureau, on a des jeunes qui sont présents. Et nous sommes très, très fiers de cette remise de prix. Vraiment, vraiment. Donc, c'est ce que je voulais vraiment faire dans un premier temps. Je sais qu'ils attendaient à ce que je fasse ça. Et c'est important pour nous. D'un autre côté, pour répondre à votre question, on va essayer. Ce que je voudrais vous transmettre au travers de mon témoignage, c'est pas forcément des chiffres, comme vous le dites, parce qu'on a parlé des étapes de formation, des résultats d'intégration, mais plus d'essayer de vous transmettre ce que ça représentait en termes d'aventure humaine pour nous, c'est-à-dire ce que ça nous a permis à nous enrichir au quotidien également, ce que ça a permis aux personnes qui ont participé, dans le témoignage effectivement de Johan, qui est directeur, enfin ancien directeur de magasin, et essayer de vous donner un peu les clés, mais d'une vision de la formation un peu sous-marine, ce qu'on a pu vivre au quotidien. Déjà, effectivement, le projet Jeune émane d'une volonté d'un homme, de Jean-Jacques, qui, je me souviens très bien, en 2005, est rentré dans mon bureau quand on a eu les problématiques d'émeutes dans les banlieues, ouvrant la porte, me disant « On a beaucoup d'absents dans les magasins aujourd'hui ?» Donc, vérification très rapide, non, pas trop. Donc, je l'ai vu tourner les talons, réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le magasin de Rosny, sur le magasin de Belle-Épine, sur le magasin des banlieues qui était aujourd'hui très compliqué, on n'avait pas d'absents? Les gens étaient là, motivés, travaillant tous les jours. Donc ça a commencé à germer, l'idée, de 2005 jusqu'à 2008, en disant il se passe quelque chose, puisque chez nous, ces jeunes-là vivent dans les mêmes banlieues, partagent les mêmes problématiques au quotidien, mais par contre ne réagissent pas de la même façon. Donc il doit y avoir quelque chose qu'on a fait aujourd'hui qui permette à dire que ces jeunes y croient, qui restent dans l'entreprise, qui sont assidus. Et là a germé l'idée effectivement, d'aider ces jeunes en situation de forte précarité au travers de ce projet de formation. Donc je dirais qu'il y a trois grandes raisons qui justifient ce succès-là. Le premier, les profils, c'est-à-dire les personnes qui ont intégré cette formation. C'est difficile quand vous allez voir la mission du travail et que vous êtes en train de leur dire on voudrait les personnes que personne ne veut. C'est-à-dire que, en fait, tout est le fonctionnement est complètement à l'inverse, inversé. C'est-à-dire que nous, on a fait des entretiens, donc ont été finalisés systématiquement par Jean-Jacques, on appelait la mission locale, et on leur disait, non, le profil correspondra. Trop de formation, trop qualifié. Donc là, il a fallu repenser le schéma d'une façon totalement différente. Il a fallu nous proposer des profils qui étaient en situation de forte précarité. Et les missions locales, elles n'ont pas l'habitude d'aider les gens qui sont en forte précarité. Pourquoi? Parce que les entreprises demandent un minimum de formation, ce qui est à la base logique. Donc on s'est retrouvé à avoir des difficultés à rencontrer au départ ces profils-là, puisque les missions locales ont dû travailler sur des programmes de fonds, des programmes de recensement. Et finalement, on s'est retrouvé face à ces jeunes qui avaient des histoires, comme vous le dites si bien, bouleversantes. Et ce qui nous a permis de recruter ces personnes-là, ces jeunes-là, c'est la seule volonté de vouloir s'en sortir, d'être motivés et de faire en sorte, effectivement, de se donner les moyens. Donc ça a été le seul critère de recrutement, la volonté de s'en sortir, la volonté d'y arriver et la volonté de pouvoir rentrer dans une entreprise comme la nôtre. Et de cela est sorti le programme de formation. Alors, programme de formation relativement atypique, parce que vous imaginez bien que de former des jeunes qui n'ont pas l'habitude de se lever le matin, qui n'ont pas aujourd'hui l'habitude de communiquer entre eux, ou d'une certaine façon, qui n'ont pas l'habitude d'avoir de simples règles de vie, de dialogue, d'écoute, donc ça a été très compliqué. Et donc, de ce fait, c'est organiser cette formation de façon très atypique, avec effectivement, comme le disait bon nombre d'entre vous, les cours de théâtre, pour travailler vraiment sur la confiance en soi. Je pense que ça a été le critère le premier, la confiance en soi, le respect de l'autre, les règles de vie en collectivité, savoir être solidaire aussi face à l'adversité. Et dans les courses d'orientation, on le voit bien, parce qu'il faut être solidaire pour marcher 50 km jusqu'au bout. Et tous ces jeunes-là ont participé, je dirais, dans la première phase de la formation, à une histoire de vie avec nous. C'était vraiment ça. Avec la participation de Jean-Jacques tous les soirs, les recadrant, on dirait, dans le droit chemin dès lors où il y avait des écarts, avec la participation des équipes qui les ont instruits sur des règles de base. Et des règles de base, je me souviens, le premier groupe dont on avait Bamacan, quand quelqu'un était en retard, on disait c'est pas grave, demain matin ce sera pas 7h, ce sera 7h moins quart, et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive, que tout le monde soit à l'heure, on va retarder d'un quart d'heure. À la fin, ils allaient eux-mêmes taper sur les portes des uns et des autres pour être à l'heure le matin. Donc c'est des exemples de cette façon-là qui nous ont permis effectivement de les amener à prendre conscience de l'importance des règles de vie. Parce que dans une entreprise, on a des règles et il faut les respecter. Après, bien entendu, tout le métier de la vente, ce qui a été le plus facile pour nous, parce que former les jeunes sur le métier de la vente, c'est pas quelque chose de compliqué, on sait faire.
Et le troisième pôle, qu'a bien évoqué Jean-Jacques, est la passion. Après, on a beaucoup parlé de la génération actuelle, des jeunes d'aujourd'hui. Ce qu'on peut nous ressortir de ces jeunes qu'on a pu rencontrer, ce sont des passionnés. Alors, ce sont peut-être plus des romantiques, mais ce sont des passionnés. Ce sont des passionnés, ce sont des jeunes qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'envie, d'accomplissement. Et c'est vrai qu'ils attendent jusqu'à ce qu'on tende la main et qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir le démontrer. Donc des passionnés, ça a permis à ce qu'ils puissent rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs qui ont transmis cette passion au quotidien et de dire tout simplement, quand je veux et quand on me tend la main, c'est possible. C'était le seul mot en fait de la fin de beaucoup d'intervenants, c'est je me suis donné les moyens, j'ai eu l'opportunité et finalement c'est possible. Donc cette formation atypique, encore une fois, et puis pour finir, des équipes super impliquées. Je dirais que ça a un impact important au sein de la filiale française, mais aussi au sein du groupe, au niveau des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, nos salariés n'attendent pas simplement d'avoir une politique sociale correcte, d'être bien rémunérés, d'avoir de la formation, d'avoir des opportunités, mais ils ont besoin de se reconnaître dans des valeurs communes au sein d'une entreprise. Alors peut-être que, je ne sais pas, on pourrait dire que c'est peut-être un manque de valeurs dans les familles, à l'école, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans ces entreprises, on a aussi besoin de se reconnaître au travers des valeurs de l'entreprise. Et au travers de ce projet jeune, on a pu transmettre des valeurs de solidarité, de citoyenneté, de respect de l'autre, de traitement juste et digne, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure. Donc ça leur a permis d'avoir une certaine fierté et un certain degré d'appartenance. Et ça je le vois au travers des jeunes, au travers des responsables, au travers de tous les gens qui ont pu participer. Alors ça, c'est des impacts humains. Alors sans parler effectivement qu'on a la chance, et on a eu la chance toujours d'avoir cette politique de dire avoir une politique sociale forte n'est pas opposé à avoir de la rentabilité, parce que normalement quand on a des gens qui s'y sentent bien, on vend, on fait des ventes, les gens sont épanouis, donc dans les magasins ça fonctionne. Et c'est vrai que je vous donne l'axe effectivement plus managérial, humain, mais automatiquement, ça, je suis persuadée, participer au résultat de la filiale française de façon très importante, c'est évident. Alors, vous, on a vu que ce projet est aujourd'hui décliné notamment en Espagne, il va probablement l'être dans d'autres filiales étrangères. Quel est le regard de vos concurrents en France sur ce projet? Je pense aux autres enseignes comme les vôtres ou d'autres patrons. J'en ai déjà discuté plusieurs fois avec Jean-Jacques. Comment ils regardent cette opération et pourquoi ils ne la déclinent pas si la rentabilité sociale est aussi un marqueur de la rentabilité financière? Alors ça, c'est vrai que c'est une thématique, on en a parlé, je dirais, un peu plus sur les dernières années. Donc on a pu rencontrer bon nombre de chefs d'entreprise, de DRH. Et à chaque fois, ça fait le même effet, c'est-à-dire qu'ils sont très intéressés. C'est vrai que ça touche beaucoup, c'est vrai que ça met effectivement en avant les possibilités que peuvent donner ce programme de formation. Mais ça ne va pas jusqu'à la concrétisation. Alors, bon, il ne faut pas avoir peur aussi de la réalité. Cette opération, c'est une opération compliquée. Et coûteuse. Je crois que c'est 150 000 € par an. Tout à fait. Donc c'est une opération compliquée. 150 000 € pour intégrer 30 personnes. Si on met le pendant, vous pouvez imaginer le rapport de recrutement, on va dire. Pour ceux qui travaillent dans les ressources humaines, on imagine rapidement. Mais par contre, c'est aussi une difficulté à grande échelle, pas simplement coûteuse. Ça demande à ce qu'on forme les équipes, ça demande à ce qu'il y ait une participation et une motivation de l'ensemble des acteurs. C'est compliqué en magasin. Nos managers, on a 15 managers ici présents. Il a fallu qu'ils apprennent aussi à manager des jeunes qui arrivent et qui sont des profils avec des profils un peu différents, même si je suis totalement d'accord avec Jean-Jacques, très rapidement, on ne les reconnaît plus dans l'équipe. Mais au départ, ils arrivent avec des difficultés qui sont les leurs, c'est-à-dire je peux arriver en retard, je ne comprends pas toujours pourquoi, même après un mois de formation, les impacts. Donc il faut aussi que nos managers soient éduqués à pouvoir faire face à ce type de profil. Donc oui, en général, l'opération, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de DRH la partagent. Par contre, elle a une difficulté de mise en œuvre certaine. Mais ce qui fait la différence, c'est encore la volonté. C'est la volonté d'une entreprise de mettre ça en œuvre et puis la volonté d'un directeur général de ne pas lâcher et la volonté d'une équipe de suivre derrière. Donc, oui, parce que la volonté politique, notamment la volonté de la direction générale, est primordiale. Tout à fait. S'il n'y a pas l'impulsion en haut de la pile. Tout à fait. Et je dirais la volonté, et ce que a bien transmis Jean-Jacques au travers de notre fondateur, au travers des interlocuteurs qu'on a pu avoir en Espagne, au travers aujourd'hui de cette expérience qui est dupliquée en Espagne. Donc c'est devenu vraiment une volonté aussi groupe qui émanait d'abord d'une filiale et elle a été reconnue par le groupe et donc implantée. Donc c'est vraiment une volonté à tous les niveaux, du fondateur, de la présidence, de la direction générale, des équipes. Je pense que c'est ce qui fait le succès, en fait. C'est le fait, effectivement, de vraiment avoir la volonté de changer et de façon concrète.
au quotidien. Juste dernière question, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, puisque la première opération a été lancée en 2008, il y a quand même eu une modification dans le profil des jeunes que vous recrutiez. Est-ce qu'ils ne se sont pas plus internationalisés? Est-ce que, grosso modo, on n'est pas tombé encore, on est allé plus loin dans les drames humains? Alors oui, bien que je vous assure, quand on recrute, on ne fait pas un concours de celui qui est la situation la plus dramatique. Hein. C'est vraiment, on est encore une fois, pour pas se tromper de métier, on n'est pas on n'est pas assistants sociaux, on est en train de repérer des profils qui ont aussi une capacité de pouvoir s'adapter après dans notre entreprise. Mais je pense qu'en fait, c'est juste le reflet de la réalité. Hein. C'est-à-dire que les profils qu'on nous propose aujourd'hui, peut-être que sont plus compliqués, avec des situations plus dramatiques qu'il n'en était en 2007. En tout cas, nous, les consignes vis-à-vis des missions locales n'ont pas changé. Alors, les partenaires avec lesquels on travaille se sont bien améliorés depuis 7 ans. C'est-à-dire, ils ont une finesse de recrutement qui est beaucoup plus importante. Les gens qui participent avec nous sur ces missions-là, elles travaillent avec nous depuis 5 ans. Donc, c'est vrai que ça s'est amélioré. Maintenant, on n'a pas passé de consignes particulières pour dire, voilà, chaque année, on augmente la dureté du profil. Je pense que c'est aussi le reflet de la réalité, le reflet de la situation aujourd'hui. Et comment on vit les échecs? Parce que ça ne marche pas à chaque fois. Alors mal, bien sûr, parce que dans une aventure comme ça, on ne peut pas ne pas faire en sorte d'être touché humainement. Je veux dire, moi je dis, mon expérience personnelle, je pense que c'est une expérience en tant que DRH que si j'aimerais que bon nombre de DRH puissent la vivre, parce que humainement, alors déjà ça remet les choses à sa place. Hein. Quand on parle de la jeunesse, il faut la côtoyer, il faut la vivre au quotidien pour savoir de quoi on parle. Et ça nous a permis, nous, parfois, d'avoir une remise à niveau des réalités de façon assez forte. Et humainement, on vit mal l'échec parce qu'il y a un moment donné où l'entreprise et au travers de tous les intervenants mettent tout à disposition, mais où à la fin, le jeune est seul responsable de son avenir. Donc c'est vrai que oui, on vit ça comme un échec parce qu'on aimerait qu'ils réussissent tous, qu'ils y arrivent tous, et puis en plus il y a un certain attachement avec ces jeunes qui se créent sur les formations. Par contre, je pense que ceux qui réussissent, et on a un bon exemple avec Bamacan, c'est ceux qui ont compris qu'après le destin, ils l'ont entre leurs mains en fait. C'est ce qui fait la différence. Vous leur donnez les clés pour s'en sortir, et après c'est eux qui s'en saisissent. Après, ceux qui font la différence, bien sûr. Très bien, merci. Alors maintenant, c'est Johan Boisdin qui va parler, qui va nous donner son expérience. Alors il est très stressé parce qu'il n'est pas habitué. Hein. Je lui ai demandé de ne pas préparer de discours, mais d'être spontané. Donc ça va bien se passer. Juste, vous avez dirigé pendant, je crois, 2 ans, vous m'avez dit, le magasin de Troyes, c'est encore mieux, de la Défense. Vous en avez intégré de ces jeunes. Jean-Jacques dit, on ne les reconnaît plus, ils sont les mêmes que les autres. Pourtant, il y a quand même des différences. Quand ils arrivent dans le magasin, il faut peut-être s'en occuper un petit peu plus, il faut peut-être les encadrer un peu plus, il faut aussi que vous formiez les troupes du magasin à pouvoir les accueillir parce qu'ils ont un parcours différent, mais peut-être aussi des règles de vie ou des règles de travail différentes. Comment ça se passe concrètement sur le terrain quand on est chef d'un magasin et qu'on doit intégrer ces profils-là? Alors, tout d'abord, je voulais remercier Jean-Jacques de m'avoir faire participer à sa table ronde. Oui, effectivement, après, quand on intègre un jeune en magasin, on ne se dit pas dans sa tête, oui, c'est un projet jeune, on pense tout de suite que voilà, c'est un nouveau vendeur qui vient d'arriver dans le magasin. Donc effectivement, après, il y a un procédé de formation qui est derrière, il y a des tuteurs qui sont mis en place pour les accompagner dans la vie de tous les jours. Donc du coup, notre rôle à nous, c'est de faire reprendre confiance en eux, de les intégrer facilement dans l'équipe, parce que c'est pas vivre en collectivité, c'est pas évident quand on connaît pas les personnes. Souvent, quand j'ai fait les randonnées avec les jeunes, la plupart me disaient oui, on a peur d'intégrer la vie en magasin. Pourquoi? C'était quoi leur argumentaire? Qu'est-ce qui leur faisait peur? Je pense qu'il leur faisait peur, c'est d'intégrer une équipe où déjà d'une, ils ne connaissent pas l'environnement, de deux, ils ne connaissent pas les personnes, de trois, ils se demandent ce qu'ils vont devoir faire, Donc du coup, oui, ils ont un petit peu de réticence par rapport à tout ça. Donc du coup, nous, notre rôle, c'est de les intégrer facilement au sein de l'équipe, et non pas de les présenter comme des projets jeunes, mais plutôt comme
un vendeur lambda qui vient de commencer dans l'enseigne et de les mettre en confiance, de programmer des gens qui sont des tuteurs pour les former, pour les intégrer plus facilement. Tous les projets jeunes que moi j'ai eu dans mon magasin sont bien tirés. Donc voilà, donc on a pu progresser. Mon but, c'était de les faire évoluer, de les faire grandir. Et je pense que tout le monde a le droit à une chance, tout le monde a le droit d'évoluer. Et je pense qu'on a eu l'exemple de quelques personnes qui ont pu progresser. Je pense que même maintenant, je crois qu'il y a 3 personnes qui ont intégré le programme de potentiel. Donc je pense que oui, c'est une réussite. Oui. Vous me disiez qu'il fallait grosso modo, mais comme un petit peu plus que les autres vendeurs, mais grosso modo 6 mois pour qu'ils prennent totalement leur marque et qu'ils deviennent effectivement, comme le dit Jean-Jacques Salin, des vendeurs comme les autres. Est-ce que par exemple les clients le savent ou sont informés du projet ou pas? Non, pour eux, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, je veux dire. Après, le projet jeune, je veux dire, moi, quand je reçois un projet jeune en magasin, j'occulte son passé, je le considère comme un vendeur lambda en magasin. Et voilà, donc du coup, on essaye d'avoir un traitement digne et juste, comme Jean-Jacques l'a dit, et de pouvoir, parce qu'on a quand même 109 salariés, donc on ne peut pas mettre des différences et on ne peut pas non plus dire, bon, voilà. Mais effectivement, ces personnes-là ont peut-être un peu plus de formation, on a besoin d'être aidé un peu plus, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on met en place des tuteurs pour qu'ils soient pas lâchés non plus dans la nature et qu'on puisse les former correctement et qu'à la fin de cette formation, qu'ils puissent devenir autonomes et quand on leur demande des choses, hop, c'est inné, quoi. Et les autres salariés, les autres vendeurs, ceux qui ne bénéficient pas des mêmes formations ou ceux qui n'ont pas forcément droit à la même attention, ils le prennent comment? Voilà, après tout dépend en fait tout dépend du manager, c'est-à-dire que si le message est passé correctement, parce que moi c'est vrai que le projet jeune c'est un projet qui me tient à cœur et donc effectivement les équipes que moi j'avais dans mon magasin ont contribué en fait en quelque sorte à ce projet, non pas en disant oui il a un 35 heures, c'est pas juste, ou voilà, donc tous ces discours-là, on mettait fin et on leur expliquait le pourquoi du comment, en leur disant que c'est des jeunes comme les autres, donc effectivement, ils sont arrivés avec un 35 heures multi-magasin, mais je pense que tout le monde n'a pas le même parcours et tout le monde n'a pas le même passé, quoi. Et ces 35 heures multi-magasins, enfin sur 2 magasins, après a été étendu aux autres salariés. Donc ce n'est pas réservé que ceux qui sont issus du projet. Vous m'avez dit quand on a préparé que vous étiez senti un peu comme un grand frère, puisque vous avez passé une semaine avec ces jeunes lors de cette promo-ci. Pardon. C'est quoi être un grand frère pour ces jeunes? En fait, c'est d'être un petit peu à l'écoute, d'être le référent, d'être derrière eux, de leur faire appliquer des règles, parce que je pense que dans chaque société, on a tous un règlement intérieur. Nous, on a aussi des procédures. Donc, c'était aussi leur faire comprendre que, maintenant, ils rentrent dans une vie active et que tout ce qu'ils avaient fait avant, ils devaient l'occulter et passer à autre chose. Donc, du coup, nous, on était là aussi pour les faire grandir, les former, leur apprendre les codes du travail, et, tout ce qu'il y a dans une vie active, quoi. Merci. Merci beaucoup. Bon, on a beaucoup parlé d'Inditex et de Zara, mais il n'y a pas que Zara qui fait pour les jeunes en France et qui intègre les jeunes dans l'entreprise. Il y a aussi d'autres entreprises. Donc, on va en parler un petit peu, et notamment de Veolia Environnement, au travers d'Isabelle Quénon, qui est sa directrice de la formation. Alors, pourquoi Veolia Environnement? C'est une entreprise importante puisque, de mémoire, pour ceux qui suivent un petit peu ces sujets-là, notamment en matière d'alternance et d'apprentissage, son ancien PDG
Henri Proglio, avait été mandaté par l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy d'un rapport, de produire un rapport, c'était en 2009 de mémoire, pour essayer de décliner les bonnes pistes pour faire en sorte que les autres grandes entreprises fassent de l'apprentissage, fassent de l'alternance. Il avait mis quelques mois à faire son rapport. Il avait eu droit d'ailleurs à la visite du président de la République sur le site de Veolia Environnement à Jouy-le-Moutier où l'ex-président avait développé son plan apprentissage parce que vous êtes une entreprise dite référence en matière de développement de l'apprentissage. Alors, à quoi c'est dû? Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites et en quoi c'est important pour une entreprise comme Veolia Environnement de recourir à l'apprentissage. Et juste en préalable, n'oubliez pas de remercier Jean-Jacques Salin parce que tous les intervenants remercient Jean-Jacques Salin. Alors je voudrais commencer par remercier Jean-Jacques Salin. Puis je vais surtout le regarder lui en fait pour parler parce que si je vous regarde vous, je vais terminer la matinée avec un gros torticolis. Donc c'est surtout à vous que je vais m'adresser. Je le prendrai pas mal. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre que Veolia soit une entreprise de référence. Hein. Ce qui est certain, c'est que Veolia a des pratiques en matière d'alternance. Et ces pratiques, elles sont assez anciennes, elles ont une vingtaine d'années. Et effectivement, ce qui me semble intéressant, c'est de revenir au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on s'est réveillé un jour en se disant bah, tiens, ce serait super de faire de l'alternance? Ou alors on va être bien vu dans notre périmètre de clients, notre écosystème, on va dire. En fait, il n'y a pas tellement tout ça derrière notre démarche d'alternance. Il y a une préoccupation business. Alors, je m'explique. Veolia Environnement, c'est une entreprise de service et une entreprise de main-d'œuvre. Je vais vous donner 2 chiffres. Je ne vais pas vous assommer de chiffres non plus, je vais faire comme madame. Mais 2 chiffres qu'il faut que vous ayez en tête qui sont importants. Chez Veolia, quand on regarde le compte de résultat de Veolia, la structure de coûts plutôt, on a entre un gros tiers et une bonne moitié des coûts qui sont des coûts de main-d'œuvre. Donc c'est une entreprise de main-d'œuvre. C'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est que c'est une entreprise de service. Notre métier, ce n'est pas de fabriquer un produit, c'est de délivrer un service. Alors je rappelle que le métier de Veolia, c'est de délivrer des services d'eau, d'énergie et de propreté principalement. Au moment où on a lancé ce schéma, on avait également une activité de transport de voyageurs. Voilà notre activité. Alors l'idée, et là je rejoins tout à fait Madame Reiss, il faut quand même une volonté politique. Hein. Au départ, il faut un homme ou une femme qui a une conviction et qui a une envie forte, parce que faire de l'alternance et travailler sur l'ensemble de ces schémas, je crois que là on se rejoint assez entre ce qui se fait chez Zara et ce qui se fait chez nous, c'est bien sûr plus compliqué, plus coûteux et moins facile que de recruter des gens normalement entre guillemets, c'est-à-dire soit en les prenant directement avec du CDD, de l'intérim ou que sais-je. Donc s'il n'y a pas un patron qui porte une conviction forte et qui a et dans sa personnalité, dans son autorité, le moyen de diffuser cela, ça ne marche pas. Enfin, c'est mon point de vue. On a eu ça et on a toujours ça, heureusement, chez Veolia, malgré notre changement de président. C'est très important, parce que la conviction de l'ensemble du corps social, elle vient dans un deuxième temps, une fois qu'on a expérimenté. Donc il faut un patron, il faut une conviction. La conviction de notre patron, à l'époque, c'était de dire on est sur des métiers de service assez concurrentiels, finalement. Comment faire la différence avec nos concurrents? On ne fait pas la différence avec notre matériel, hein. On collecte les ordures avec les mêmes bennes, on a à peu près les mêmes technologies, même si on est forcément bien meilleur que nos concurrents. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on fait la différence avec nos concurrents, c'est la qualité de service qui fait la différence. Et la qualité de service, dans un métier de main-d'œuvre, elle dépend des gens qui font le service. Là, je crois qu'on rejoindra pas mal ce qui a été dit sur l'activité de Zara. Le deuxième chiffre que je voulais vous donner, c'est la structure de notre emploi. Chez nous, il y a 15% d'encadrement, pas plus, en comptant tout, hein, en comptant les cadres et les agents de maîtrise. Ça veut dire que 85% de notre effectif, ce sont des employés, des ouvriers, des opérateurs, des techniciens. Ce sont les plus nombreux. Alors, ce n'est pas uniquement pour ça qu'il faut investir sur leur formation. C'est un peu pour ça, mais c'est aussi parce que, comme chez Zara, ce sont les seuls qui voient tous les jours et toutes les minutes le client. Et donc, si on parle qualité de service, évidemment, il faut investir sur ces populations-là. Il faut investir lourdement. Alors, le choix qu'on a fait il y a une vingtaine d'années, c'est le choix du diplôme. Alors, pourquoi avons-nous fait le choix du diplôme? Eh bien, parce que nous sommes sur des métiers qui, contrairement pour le coup aux métiers de la distribution, sont quand même moins connus
et il faut bien le dire, peu reconnus. Hein. Donc des métiers qui souffrent d'un déficit d'image important. Les métiers de la propreté, je crois que à peu près tout le monde dans cette salle a dû dire à ses enfants un jour, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras éboueur. C'est ça, la réalité de notre métier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un beau métier, parce que chez nous aussi, il y a beaucoup de fierté à faire ce métier-là, parce que c'est un métier de service. Mais la représentation collective n'est pas forcément très favorable dans ces métiers-là. Donc, construire un diplôme et se dire finalement on reconnaît de la qualification et on donne de la valeur à ce métier-là, c'est quelque chose d'important. Et puis on a carrément investi sur cette notion de valeur, puisqu'on a créé des diplômes avec l'éducation nationale. Je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine, je crois, du CAP au master professionnel. Il y en a une trentaine. Une trentaine, carrément. Il y en a une trentaine, et effectivement pour toutes les catégories de personnel. Mais ce sont soit des diplômes, soit des titres du ministère du Travail, mais ils ont tous la particularité d'avoir une reconnaissance qui est au-delà des frontières de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que le pacte de confiance que l'on passe avec nos alternants, c'est tu t'investis, et je rejoins tout à fait ce que disait Madame, à la fin de la journée, comme disent les anglo-saxons, ce qui compte, c'est l'investissement personnel, c'est l'engagement. L'entreprise peut mettre tous les moyens à disposition et les plus beaux dispositifs. Si on n'a pas un engagement personnel, ça ne marche pas. Et je suis persuadée que tous ces jeunes de Zara qu'on voit ici dans la salle sont tous des personnes qui ont un sacré caractère et une sacrée envie de réussir. J'en ai la conviction, comme ceux que nous voyons chez nous. Donc voilà, un diplôme structuré, un CDI, hein, une promesse de CDI, c'est très important. Dès l'arrivée dans le centre de formation ? Absolument, dès le démarrage, à condition d'obtenir le diplôme, évidemment, ça va de soi, je ne l'ai pas mentionné. Et ça, c'est le contrat de confiance. Et je pense que c'est essentiel, parce que, encore une fois, alors, Madame disait tout à l'heure, nous, on recrute des gens, ce qu'on veut, c'est des gens qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas de qualification. Alors, on est un peu pareil, en fait. On recherche des gens qui n'ont pas de qualification. Et il est vrai que les prescripteurs de l'emploi n'ont pas forcément l'habitude de ce type de demande. Parce que qui dit personne sans qualification ne dit pas personne sans compétence ou sans qualité ou sans aptitude. Hein. Et les aptitudes qu'on recherche, ce sont par définition les plus difficiles à détecter. C'est plus facile de détecter qu'on a un diplôme dans tel ou tel domaine que de détecter qu'on a la niaque, enfin, la motivation, l'envie, l'engagement. Et les prescripteurs de l'emploi ne sont pas forcément habitués à ça. C'est pour ça que c'est important, très important. Nous, on fait beaucoup là-dessus. On passe beaucoup de temps avec eux. On leur fait passer beaucoup de temps dans nos exploitations, hein, découvrir nos métiers, passer du temps avec nos alternants, avec nos salariés, avec nos tuteurs aussi, qui sont quand même les personnes les plus compétentes hein, pour décrire le métier, pour dire ce que c'est que cette réalité du métier. Et c'est comme ça qu'on attrape, entre guillemets, des personnes qui n'ont pas de qualification. Alors, en plus, on a une particularité, c'est que nous, on les attrape un peu vieux, entre guillemets, c'est-à-dire vers 20 ou 21 ans, pour qu'ils puissent passer un permis poids lourd. Donc en France, on ne peut pas passer un permis poids lourd avant 20 ans. Ce qui veut dire que concrètement, on a des jeunes qui sont en échec scolaire et qui sont en difficulté sociale, en difficulté d'emploi depuis quelques années, hein, 4, 5 ans. Et ça veut dire que pour eux, quand ils arrivent chez nous, c'est pas la formation de la deuxième chance, c'est plutôt la formation de la dernière chance. Voilà. Et donc ils arrivent et ils viennent passer 1 an ou 2 ans. Beaucoup d'entre eux sont internes. Formation en alternance, 1 semaine par mois ou 2 semaines par mois. Je ne sais pas si vous vous figurez bien l'investissement que ça représente hein, pour un jeune de 20 ans qui n'a qu'une seule envie, c'est de s'installer, d'avoir les moyens d'avoir un appartement, de s'installer avec son ami, de vivre sa vie, de vivre sa vie d'adulte. C'est un investissement quand même sacrément important et que l'on reconnaît par ce CDI et par cette intégration dans l'entreprise sur le long terme. Donc, je pense que si je devais résumer un petit peu, pour que ça fonctionne, il faut d'abord une volonté politique, il faut l'énergie aussi sur le long terme, parce que j'ai envie de dire c'est facile de le faire une fois. C'est le plus facile. Quand on a fait la première fois, on a fait le plus facile. C'est la deuxième et la troisième, et dans le temps que c'est compliqué. Donc il faut l'énergie pour pouvoir mettre ça en place. Il faut porter un message aussi sur l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt réciproque avec ces jeunes. Je pense qu'effectivement, on ne peut porter ce type de projet dans le temps que si l'ensemble du corps social comprend qu'il y a un intérêt réciproque et donc s'investit dans ce type de démarche.
Je pense que c'est essentiel. Au-delà du collectif, hein, après, c'est chacun d'entre nous. Madame disait, j'ai vécu une belle histoire. Chacun d'entre nous, le jeune qui vient, le tuteur qui le suit, le RH qui l'organise, le président qui le pousse. Chacun d'entre nous a ses motivations bien personnelles, hein, pour avancer sur ce type de sujet. Et c'est aussi l'addition de toutes ces motivations personnelles qui fait que ça fonctionne. Parce qu'à un moment, il faut l'énergie individuelle et l'énergie collective. Voilà. Et puis le dernier point important, effectivement, alors ça c'est peut-être une spécificité Veolia, donc nous on prend des jeunes qui n'ont rien, hein, et puis on les amène à un diplôme. D'ailleurs, ce qu'on a constaté, c'est assez curieux, vous disiez tout à l'heure, aucun moyen de les reconnaître, hein, dans le collectif de travail, ceux qui ont fait ou ceux qui n'ont pas fait. Nous, ce qu'on a constaté, c'est quand on a des jeunes, alors ceux qui sont le plus loin, alors on les prend en CAP bien souvent, donc ils ont un niveau 3e. Mais alors, la 3e, elle est quand même un petit peu loin derrière. Hein. Donc, parfois, il y en a qui sont un petit peu plus loin. Et quand on fait le choix d'un CAP, ben, dans un CAP, on n'a pas que les matières techniques. Hein. On passe du français, des maths, etc. Eh bien, ceux qui sont le plus loin à l'entrée sont souvent ceux qui sortent dans les 3 premiers, dans les promos. Alors évidemment, ils sont très suivis, hein, ils ont des cours en plus, enfin, ils ont les 35 heures de cours par semaine, et puis ils ont des cours en plus, mais ils ont quand même une envie de s'en sortir qui est très forte et qui est sans doute inversement proportionnelle à leur niveau de départ. Et c'est un point important. Il y a un autre point important aussi, dans ces formations, je pense que c'est essentiel, et ça vous expliquera peut-être pourquoi on a fait ce choix de faire des diplômes reconnus. Parce que pour tout vous dire, ce choix, il était quand même... il n'était pas complètement partagé. Hein. Quand Henri Proglio a dit, il y a 20 ans chez Veolia, on va faire du CAP pour former un conducteur de bus, il y a quand même beaucoup d'exploitants qui lui ont dit, mais 2 ans pour former un conducteur de bus, en 2 mois, on le fait. Et puis, il y en avait un autre qui renchérissait en 2 semaines. Puis le dernier disait en 2 heures et un coup de pied aux fesses. Donc, c'était quand même pas très bien partagé. Tout le monde ne s'est pas dit tout de suite, c'est une idée géniale, d'investir autant. Mais de quoi est-ce qu'on se rend compte quelques années après? C'est d'abord que, ces jeunes, on a un taux de rotation mais quasi nul sur ces jeunes, c'est-à-dire il y a une fidélisation dans l'entreprise qui est très importante. Et la deuxième chose dont on se rend compte, c'est ce que disait Madame, c'est qu'on a quand même un effet positif, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des mesures de qualité de service sur ces populations-là qui nous montrent qu'on a quand même bien fait d'investir. Alors, on n'est pas forcément capable de mettre des euros en face, hein. Parce que ça, c'est le principe de la formation, qu'elle soit initiale ou continue. C'est pas forcément quelque chose qui est très facile à valoriser en espèces sonnantes et trébuchantes. Mais en revanche, on est capable et nos exploitants sont capables. Et si j'étais venue avec un exploitant comme monsieur, il vous dirait que oui, lui, il fait la différence. En tout cas, il sait dire quand les personnes ont été en formation et ce que ça apporte dans le quotidien vis-à-vis du client. Et je pense que c'est essentiel et je pense que je vais conclure là-dessus. La valeur d'usage de ces dispositifs, il faut qu'elle soit très claire aussi pour l'entreprise et pour son client. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est très important pour une entreprise d'être dans son écosystème, dans son territoire. Alors nous, on a la particularité chez Veolia qu'on a évidemment des activités très locales. Hein. On ne délocalise pas un service de distribution d'eau ou de ramassage des déchets. Hein. On est très local. D'ailleurs, on a l'habitude de dire que c'est le territoire qui nous fait vivre. Hein. On dit que c'est l'entreprise qui fait vivre le territoire, mais nous, chez Veolia, c'est le territoire qui nous fait vivre. Au-delà de cette dimension où on est vraiment très ancré, effectivement, nous, on est beaucoup dans les quartiers, on a beaucoup de jeunes qui viennent... T'es seul à aller partout, d'ailleurs. Oui, mais je veux dire, la diversité chez Veolia, c'est une réalité depuis très très longtemps. Voilà, elle n'est pas forcément chartée à la façon moderne, mais c'est une réalité depuis très longtemps. Au-delà de cet aspect-là, la valeur d'usage pour l'entreprise est vraiment la condition de pérennité de ces dispositifs. Merci beaucoup. Alors on pourrait dire oui, mais Veolia Environnement, c'est une grande entreprise. Donc c'est normal, elle a l'argent, elle a la notoriété, elle a la force politique, le poids pour pouvoir intégrer des jeunes en difficulté dans l'entreprise. Sauf qu'il n'y a pas que des grandes entreprises, il n'y a pas que Veolia Environnement qui peut faire ce genre de choses. Et là, c'est la magie de la transition. Entreprise de la commune et du Mont, qui est une plus petite entreprise. Hein, c'est pas péjoratif que de dire que votre société, votre compagnie est plus petite que Veolia, fait de même
en matière d'apprentissage, en matière d'insertion des jeunes. Et vous, vous avez pareil une histoire et une problématique, c'est que vous n'arriviez pas à trouver les gens dont vous avez besoin. Donc vous avez dit, bon, on va le faire par nous-mêmes parce que ça sera beaucoup plus simple. C'est vrai. Monsieur le Président, vous vouliez que ce colloque soit concret. Je vais donc vous raconter une histoire concrète, qui n'est pas l'histoire d'une entreprise qui aide les jeunes, mais une histoire de jeunes qui ont aidé une entreprise. Et c'est un peu paradoxal, mais nous sommes partis du constat, il y a une quinzaine d'années, que notre... Alors, je suis patron depuis 25 ans d'une entreprise familiale de second œuvre de bâtiment qui fait du génie climatique, de la plomberie, des chambres froides, de la climatisation, du chauffage. Nous employons un peu plus de 500 collaborateurs, et ça depuis un peu plus de 2 siècles. Et les métiers du bâtiment sont des métiers, comme beaucoup le signalaient tout à l'heure, qui sont des métiers qui ne sont pas très en vogue chez les jeunes. Et nous avions de plus en plus de mal à trouver la relève de notre entreprise. D'autant plus que les formations dispensées par l'Éducation nationale ne sont pas toujours très adaptées à la réalité de nos métiers, et qu'on avait souvent une grande différence entre ce que nous attendions des jeunes que nous embauchions quand nous parvenions à les embaucher et ce que nous en attendions. Alors, nous avons décidé, il y a plus de 15 ans maintenant, nous nous sommes dit, si on veut avoir des gens adaptés à notre entreprise, à tout point de vue, techniquement, intellectuellement, fidèles à l'entreprise, il faut les fabriquer nous-mêmes. Et comme les gens qui s'orientent vers les métiers du bâtiment sont rarement les premiers de la classe, eh bien, nous nous sommes dit, il faut que nous prenions les derniers de la classe. Et nous nous sommes très naturellement tournés vers notre entourage, alors les missions locales, bien sûr, les proviseurs du lycée, qui nous envoyaient un petit peu tous les cas qu'ils avaient à gérer. Et nous avons créé, ça a été un peu compliqué parce que nous avons été un peu en conflit avec l'Éducation nationale sur ce projet, nous avons créé notre propre CFA, un CFA maison. On a fait une première tentative en partenariat avec un lycée professionnel des Hauts-de-Seine. C'était un magnifique projet, le proviseur était tout à fait d'accord pour nous aider, il était passionné par le projet et c'était une femme, elle a subi un véritable veto du recteur d'académie qui lui a interdit de travailler avec une entreprise familiale privée. Elle acceptait qu'on fasse un CFA en partenariat avec Gaz de France ou avec la RATP, mais pas avec une entreprise privée. Alors on a recommencé, on a réussi à faire notre propre CFA, et nous avons commencé à recruter ces jeunes qui venaient, parfois on cherchait le jeune sous les cheveux, les tatouages et les piercings, et on s'est dit, si on veut qu'il soit admis par l'entreprise, il faut qu'il soit coopté par nos propres collaborateurs. Donc on a fait une sorte de petit conseil de révision, si je puis dire, et ces jeunes étaient reçus par quelques collaborateurs de l'entreprise, ce qui donnait une véritable légitimité à leur entrée dans le CFA. Alors, nous avions 3 objectifs. Le premier était de former ces jeunes à un métier utile, directement utilisable par l'entreprise. C'était une condition sine qua non du succès. La seconde, c'était d'accompagner cette formation technique par une formation à la vie de l'entreprise. On a déjà beaucoup dit, donc je vais essayer simplement de dire ce qui est original dans notre démarche par rapport à tout ce qui a été si bien dit jusqu'à maintenant. Et troisièmement, nous avons compris assez vite que si on voulait que ces jeunes adhèrent à notre projet et restent chez nous, il fallait créer un véritable choc entre leur vie passée et la vie que nous leur proposions. Et ça passe notamment par des choses aussi essentielles que le logement. Il fallait régler tous ces problèmes-là. Alors je vais les passer en vue très vite. Donc ce CFA, comment former des jeunes à un métier utile? Eh bien, nous avons nous-mêmes contribué à la réalisation, à l'écriture des programmes. Donc les gens qui sortent de notre CFA sont immédiatement utiles à l'entreprise. Ça veut dire que dès le départ, ils sont des collaborateurs à part entière. Et ils ont une promesse d'embauche. Pardon ? Ils ont une promesse d'embauche. Comme vous, nous leur donnons, lorsqu'ils rentrent dans notre CFA, ils ont la promesse que s'ils ont leur diplôme, ils sont embauchés en CDI. Vous dites même que même quand ils ne l'ont pas, parfois ils sont embauchés. En fait, on embauche beaucoup plus que ceux qui ont leur diplôme, parce que tous ne l'ont pas, mais ceux qui ne l'ont pas, les ont pas en général, parce qu'ils font des fautes d'orthographe, ce qui n'est pas déterminant quand on veut devenir plombier, bien que ce soit mieux d'écrire convenablement. Alors, donc, une formation très adaptée aux besoins de l'entreprise, un tutorat très élaboré. Nous avons des tuteurs, évidemment un tuteur pour chaque apprenti. Les tuteurs subissent des formations spécifiques au tutorat. Et nous avons mis en place une formule assez
originale d'intéressement des tuteurs au progrès, d'intéressement financier des tuteurs, au progrès à chaque étape de l'évolution de l'apprenti. C'est-à-dire que lorsque l'apprenti passe de première en deuxième année de CAP, il y a une prime très significative. Lorsque l'élève... Ça veut dire quoi, très significatif? C'est un demi-mois de salaire, ce qui n'est pas rien. Voilà. Lorsque le jeune a son CAP, c'est encore un demi-mois de salaire. Et si le jeune est toujours dans l'entreprise 1 an après son embauche, il y a une 3e prime. Alors le vrai problème, c'est que le système marche tellement bien qu'on a beaucoup de mal ensuite à couper le cordon ombilical entre le tuteur et l'apprenti. Et on a parfois des véritables scènes de larmes quand on explique à un tuteur qu'on va lui retirer son apprenti qui va maintenant vivre sa vie et qu'on va lui en donner un nouveau. Mais bon, c'est la rançon du succès. Deuxième impératif, les former à la vie sociale et à celle de l'entreprise. Bon, je vais passer très vite là-dessus parce que tout a été dit, une expérience magnifique qui nous a été largement décrite. Donc nous utilisons certains des aspects de cette motivation. Le tutorat est évidemment fondamental. Nous participons au jury d'examen, nous lisons tous les bulletins scolaires des jeunes, nous intervenons dès qu'il y en a un qui n'est plus là à l'heure au cours, etc. Nous sommes vraiment des mères poules pour nos jeunes. Et troisièmement, le plus important, c'est de savoir comment on va pouvoir créer le déclic qui va faire passer un jeune qui deal de la drogue à Corbeil-Essonnes à un jeune qui va être à l'heure le matin sur son chantier pour bosser. Et pour ça, il y a quelques règles fondamentales. On a dit qu'il fallait déjà leur offrir une perspective de métier, donc ça passe par la promesse de CDI, la formation, etc. On a déjà tout dit. Ça passe aussi par le logement, fondamental, le logement. La plupart de ces jeunes n'ont pas de logement. Alors là, on s'est dit comment faire pour les loger. C'est impossible de trouver des logements en région parisienne, surtout en région parisienne, pour des jeunes qui n'ont, par définition, pas de compte en banque, pas de garantie, pas de salaire encore, etc. Et nous avons créé, il y a 15 ans maintenant, une fondation qui s'appelle pompeusement la Fondation pour l'insertion des jeunes par le logement. Et cette fondation a été éligible à devenir actionnaire de sociétés de bailleurs sociaux, société l'HLM, qui nous donne droit à des attributions de logement. Alors là encore, c'est un petit parcours du combattant. Mais nous arrivons maintenant à dire à un jeune qui sort d'un ghetto, voilà, tu vas avoir un job, un salaire et un logement. Ça, c'est absolument fondamental. Ça a été la révélation qui a fait que les choses se sont sues et qu'on avait au départ beaucoup de mal à remplir notre CFA parce que les jeunes étaient un peu effrayés. Et je terminerai d'ailleurs là-dessus. Alors après, je pourrais dire qu'effectivement, on a maintenant 2 patrons de filiales qui sont des jeunes sortis de la première génération de notre CFA quand même. On a des chefs de chantier qui sont des gens très bien payés, qui sont la cheville ouvrière de notre groupe, qui sont issus de cette filière-là. Et on a aujourd'hui 20% de l'effectif du groupe qui est issu de ce CFA. Donc c'est un vrai succès, et ce succès est concrétisé par le fait que ces jeunes que nous avions du mal à recruter il y a 15 ans, aujourd'hui nous sont amenés, et ça je suis un tout petit peu en contradiction avec ce que disait tout à l'heure Henri Lachmann, en tout cas pour ce qui est de notre expérience, les jeunes sont amenés maintenant dans notre CFA par leurs grands frères, par leurs cousins, par leurs copains, et le recrutement se fait par cooptation des jeunes eux-mêmes. Voilà. Donc, conclusion, c'est, quand on s'en donne un petit... D'abord, ces jeunes ont un petit peu sauvé, par certains côtés, l'entreprise, parce qu'ils nous ont permis de recruter des dizaines de collaborateurs formidables, qui sont maintenant les meilleurs de l'entreprise. Ça, c'est un fait. Donc, je ne leur ai pas rendu service, c'est eux qui nous ont rendu service. Deuxièmement, ils n'ont rien à envier aux générations précédentes. Ils sont intelligents, dynamiques, formidablement dévoués à l'entreprise. Ils sont souvent très drôles, ce qui n'est pas neutre dans le métier. Ils parlent un petit peu d'autre chose que de leur métier. Donc moi, je suis ravi de casser la croûte avec eux sur les chantiers, parce que moi, on rit. Et j'engage tout le monde à le faire. Ce n'est pas si compliqué que ça, finalement. On a dit qu'il fallait un peu de volonté, c'est vrai. Mais le résultat est de très très loin au-delà de nos espérances. Voilà. Donc je rejoins complètement cette magnifique expérience. Merci. Finalement, ce que vous nous avez dit, c'est que là, c'est un véritable investissement plus qu'un coût, puisque ça a sauvé votre entreprise. Oui, c'est eux que je quelque remercie. Part. Merci à vous en tout cas. On va conclure cette table ronde par Erhard Friedberg. Je pense que tout ce qui a été dit a dû
intéresser et quelque part remuer le sociologue que vous êtes, et notamment sur la place de la jeunesse et sur la conception que les entreprises en ont et sur leur utilité. C'est quand même extraordinaire pour un sociologue d'entendre que ce sont les jeunes qui ont sauvé une entreprise. Oui. Il y a énormément de choses qui ont été dites, passionnantes, parce que ce sont de vraies expériences. Et donc, ça frappe parce qu'on ne raconte pas des généralités, ce sont des choses concrètes qui se sont faites et qui ont eu du succès. Moi, ce n'est pas tellement les jeunes qui m'intéressent dans l'affaire, il y a deux points qui me paraissent vraiment fondamentaux, dont on n'a pas encore trop parlé. La première, c'est le caractère distribué de ces expériences. Il n'y a pas une personne. Bien sûr, il y a Jean-Jacques, il y a vous, il y a une volonté au départ, et elle est importante. Mais c'est la démultiplication. C'est dans l'équipe. En fait, on ne peut pas mettre le doigt sur la personne qui a fait que ça réussit. Si vous n'aviez pas cette démultiplication, ce caractère distribué de cette action à travers l'entreprise, la mobilisation d'individus à leur niveau pour faire avancer le truc, donner des idées, mais surtout s'identifier à ça et travailler, s'impliquer. C'est créer cette implication collective, c'est ça qui est absolument fantastique quand on écoute. Et c'est la chose la plus difficile, je pense, de toute cette expérience, en fait. Comment obtenir qu'une entreprise se mobilise, une collectivité se mobilise. Et derrière ça, il y a l'idée que, ma foi, la bonne idée est une chose, c'est la mise en œuvre qui fait toute la différence. Et la mise en œuvre ne peut se faire que si vous créez de la complicité, du soutien, de la mobilisation d'individus à leur niveau qui vont démultiplier votre idée, votre effort. Et ça, c'est vrai dans les trois cas qu'on nous a présentés, et je crois que c'est une leçon absolument fondamentale. Le management n'est pas une idée, il n'y a pas simplement le leader, il faut des idées, oui, il faut l'initiative. Et si vous n'étiez pas convaincu que c'était important, vous ne l'auriez pas fait. Mais sans tout le reste, vous n'auriez pas pu le faire. Et je ne dis pas ça du tout, vous l'avez dit vous-même, hein, je ne dis pas ça pour diminuer votre mérite, mais je pense que il faut comprendre que ces choses-là ne peuvent se faire que si on est capable de mobiliser un réseau de gens qui vont à leur tour faire que ça dure et ça réussit. Donc ça, c'est la première idée que j'en retire, et moi, ça me frappe énormément parce que le management moderne est beaucoup trop tourné vers le mythe du leader et ne dit jamais assez le leader qui, par son courage, son initiative, son héroïsme, va amener tout le monde. Non, non, non. En fait, c'est beaucoup plus diffus. À mon avis, vous n'auriez pas pu le faire si vous n'aviez pas, vous, dans votre entreprise, un climat qui permettait cette mobilisation. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout d'un coup on a une idée et puis tout le monde se met derrière vous. Non, c'est parce que il y avait de la communication, il y avait un climat qui permettait cette mobilisation sans que les gens aient l'impression de se laisser entraîner. Non, ils endossaient, ils s'appropriaient quelque chose qui leur plaisait parce que les gens qui se sont mobilisés dans les magasins, ils ont fait ça pour eux. Tout le miracle. Ils ont fait quelque chose pour eux et pour la collectivité. Donc ça, c'est la première idée. Et moi, elle me paraît absolument fondamentale. Et la deuxième, encore plus fondamentale, j'ai été beaucoup frappé. Par trois fois, il nous a été dit que les services publics n'étaient pas à la hauteur. Vous ne pouviez pas trouver les gens dans les missions locales parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de les sortir. Ils étaient suradaptés à une pratique d'entreprise pas excellente. L'éducation nationale, cet inspecteur d'académie aurait dû être licencié. C'est quand même honteux d'entendre que le service public interdit
une collaboration avec une entreprise privée qui veut faire quelque chose pour la collectivité. Et même histoire chez vous. Donc ça, c'est une idée forte. Et derrière cette idée forte, il y en a une autre. C'est qu'au fond, nous vivons en France dans une idée que le bien public, c'est réservé à l'État. Et c'est l'État qui définit ce qui est le bien public. Et tout le monde n'a qu'à s'aligner. C'est une conception du XIXe siècle qui est battue en brèche par une éducation aux politiques publiques modernes, qui a depuis longtemps conclu que les politiques publiques sont des choses co-construites entre le privé, le public et tout un monde associatif qui n'attend que ça. Donc la responsabilité sociale de l'entreprise, qui parfois est une simple opération de marketing, mais quand elle est bien comprise, vous avez fait de la politique publique. Vous avez fait de la politique publique et vous avez fait de la politique publique. Mieux que l'État. Pourquoi? Parce que vous étiez plus près du terrain et parce que vous vous êtes donné les moyens de connaître le champ dans lequel vous alliez vous impliquer. Donc, la politique publique n'est pas l'apanage de l'État et il serait temps qu'on s'en rende compte que notre statocentrisme en France nous retarde plus qu'autre chose. Donc ça, c'est la leçon fondamentale que je tire de cette matinée où j'ai écouté avec passion, c'est que la politique publique, la chose publique, peut être promue par les entreprises, par des acteurs privés, avec peut-être des sphères d'emprise moindres, mais de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus durable, et probablement avec beaucoup plus d'impact humain. Voilà les deux idées. Donc les jeunes là-dedans sont un peu de côté, mais c'est vrai que c'est pour les jeunes et donc c'est formidable. Mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment les trois exemples. J'ai été passionné par votre exemple et par votre exemple, je crois que c'est intéressant de voir que c'est beaucoup plus général. Et on pourrait trouver d'autres actions, d'autres possibilités de co-agir, de se dire, en fin de compte, il faut que la société fasse des affaires publiques et non pas l'État. Merci en tout cas. Ce que vous venez de dire, en conclusion, correspond tout à fait à ce que Jean-Jacques Salin pense, puisqu'on va boucler par lui-même. C'est comme c'est sa matinée, c'est son honneur, donc je vais le citer. Je vais le citer, parce que régulièrement, ça j'ai déjà fait, je l'ai déjà félicité, donc non, je vais ne faire que le citer. Régulièrement, il dit que à travers le projet jeune de l'opération Zara, Zara, Inditex France, Inditex, démontre que les entreprises ont des solutions concrètes pour venir en aide à l'emploi des jeunes. Il rajoute, il fait au moins, nous on peut ce que l'État ne peut pas faire. Voilà, ce qui grosso modo revient à dire ce que vous avez déjà dit. Merci à tous. Président, tout à vous. Vous avez été particulièrement ponctuel en dépit de la richesse et de l'abondance des matériaux, des réflexions qui viennent de nous être présentées, et je vous dis toute ma gratitude. J'ai profité de deux tables rondes qui m'ont frappé par la densité et la richesse des expériences très dynamiques qui ont été présentées dans la vie et le travail des entreprises en particulier. J'ai également été frappé par la vigueur et la rigueur des analyses qui ont dégagé des enseignements de ces expériences. Et j'ai été vivement intéressé également par les propositions pratiques
qu'on peut tirer et développer à partir des interventions qui ont marqué cette matinée. Je voudrais insister sur deux aspects. L'aspect plus négatif et ensuite un aspect plus positif. L'aspect plus négatif, ça a été l'objet du constat qui a été fait, à savoir que le doute théorique et pratique, qui se traduit dans l'existence aussi, que le doute des jeunes est particulièrement intense en notre pays. On a insisté sur le caractère, si vous voulez, un peu pessimiste de la situation française en ce qui concerne la situation et l'insertion des jeunes. Et ce particularisme français s'illustre en particulier, si je puis dire, au sujet du rapport vécu par les jeunes, par les adultes aussi, mais plus intensément par les jeunes en France, entre la particularité nationale, hein, le pays, et par ailleurs l'universel ou l'adhésion à l'universalité. Vous avez parlé, M. Régnier, de la difficulté du choix chez les jeunes Français entre son pays et son époque, ou disons son milieu, son monde, défini à la fois par le lieu et par le temps. Mais je dirais que ce lien entre la vie nationale et l'appel international ou la vocation internationale a toujours été intensifié en France et en quelque sorte dramatisé à travers les grands événements de l'histoire française. La France a, si vous voulez, l'activité française a culminé souvent dans l'affirmation conjointe de la nation et du contexte international. Je prendrai simplement pour exemple un événement qui a singularisé la France dans l'histoire moderne, c'est ici seulement qu'une révolution et qu'une révolution totale a été vraiment endogène. Je vais parler de la Révolution française. Ça a été l'affirmation de la grande nation. Et en même temps de cette grande nation qui prétendait faire la révolution au nom du genre humain. Ce lien intensifié entre l'appartenance nationale et l'appartenance internationale a donc été porté à un niveau, dans l'histoire française, à un niveau qu'il est peut-être plus difficile d'assumer qu'ailleurs. Mais le doute des jeunes est alimenté aussi par la difficulté de nouer, et on vient de l'évoquer dans la dernière intervention, la difficulté de nouer ensemble trois niveaux de l'existence collective ou de l'existence interhumaine. Le niveau de la totalité nationale. La nation, c'est un tout. Rapport vertical, parce que ce tout se présente comme impératif. Le niveau des structurations sociales, qu'on appelait les infrastructures, niveau vertical mais vers le bas et non pas vers le haut. Les structurations sociales qui instituent des relations organiques, voyez, même si elles sont factuelles et non pas simplement institutionnelles, entre les individus au sein de leur groupe, donc entre les groupes humains, les métiers, les professions, les classes. Le niveau du social ou du socio-culturel. Et un niveau qui est valorisé à notre époque, qui vient prendre place, si je puis dire, au-dessous du niveau du politique, du national, au-dessous du niveau du social
le niveau de ce qu'on appelle le sociétal. Ici, il n'y a plus de totalité, il n'y a même plus de structure, il y a une simple interaction et des échanges entre les individus. Les plus âgés, nous avons vécu une époque où ces trois dimensions étaient relativement aussi en leur pratique déterminées et définies, et où cependant il y avait des relations entre ces trois niveaux. Mais l'histoire a intensifié le brouillage de ces dimensions et les jeunes maintenant peinent à s'y reconnaître entre l'attachement civique, entre, si vous voulez, l'appartenance sociale et la participation sociétale. Je ne veux pas ici apporter une solution, ce serait idiot, mais je crois que c'est un problème véritable et qu'il faudrait aider les jeunes et d'abord s'aider soi-même, peut-être à redéfinir d'une façon relativement claire et qui puisse donc être assumée mieux entre ces trois dimensions de l'existence, l'existence civique, l'existence sociale et l'existence sociétale. Ça n'est pas facile, mais je crois que c'est un sujet de réflexion qui doit être médité. Relié, mais différencié. L'activité civique n'est pas l'activité sociale. Et ces deux activités ne sont pas l'activité sociétale. Différencier, mais relier. Ça veut dire réorganiser cette existence et je pense qu'il faut aider les jeunes en ce sens. La deuxième réflexion que je ferai, plus positive, concerne la foi réveillée chez les jeunes, en particulier à travers la vie des entreprises. Et ici, je reviens, si vous voulez, à ce qui concerne le prix qui a été décerné et ce qu'a illustré le lauréat de ce prix. Je pense que cette foi, la réactivation ou le réveil de cette foi exige la réactivation d'une certaine mise en ordre chez chacun et chez chaque jeune de soi-même et du milieu dans lequel on vit. Construire son milieu mieux et se construire soi-même mieux, c'est une seule et même entreprise. Et il faut aider les jeunes en particulier à mieux se construire en construisant leur milieu. Et je retiens qu'on a dans plusieurs interventions évoqué ce sens de la règle et de la loi qu'il faudrait réapprendre. Et également le sens du rôle social qu'il faudrait réapprendre, et également du rôle plus personnalisé. Et j'ai été très attentif à ce qu'on a dit en ce qui concerne, par exemple, qui était pratiqué dans les stages dont on parlait, les stages de 15 jours avant que l'on mette les jeunes en entreprise. J'ai été très frappé par l'éloge qui a été fait du sport, d'une part, et du théâtre, d'autre part. Le sport, oui, car c'est le seul lieu maintenant où les jeunes, où la plupart des jeunes, reconnaissent en quelque sorte spontanément l'existence de lois et de règles. Ici, on les reconnaît. Et c'est pourquoi je pense, puisqu'il a été souvent question de l'école, que la revitalisation de l'école exige, enfin montre,
le rôle essentiel du maître d'éducation physique. Je pense que peut-être conviendrait-il de tenir compte davantage de ce privilège qu'a le sport d'être un lieu où les enfants et les adolescents reconnaissent l'existence de règles et de lois et essayer de reconstruire l'éducation nationale à partir de ça. J'ai connu un recteur de Paris, Madame Jandot Massalou, qui me disait autrefois, peut-être faudrait-il maintenant faire des sections à l'école, non pas latin, langue, latin, etc., mais sport, langue, sport, sciences, etc. En tout cas, c'est une vertu du sport. Le sport est la règle. La vertu du théâtre, c'est qu'on y apprend à jouer des rôles, c'est-à-dire à se structurer dans l'imaginaire à travers un personnage. Mais il me semble qu'il y a un passage du personnage à la personne. Et c'est pourquoi je crois que c'est en effet un dispositif très important que celui qui consiste, si vous voulez, à aider les jeunes à se construire ou à se reconstruire à partir de ces deux types d'activités. On a souligné, et avec raison, qu'il fallait faire confiance aux jeunes, et je crois que faire confiance aux jeunes, c'est d'abord les croire capables de se hausser au-dessus d'eux-mêmes et de faire de grands efforts. L'erreur qui a été faite chez les responsables au sujet de la démocratisation de l'enseignement a été de croire que pour démocratiser l'enseignement, il fallait en réduire les exigences. Erreur considérable. Il faut beaucoup demander aux jeunes et ils vous donneront beaucoup. Les croire capables de s'élever au-dessus d'eux-mêmes. Et je terminerai en disant que la démarche, l'attitude qui doit être assumée dans notre rapport aux jeunes, c'est d'être assuré et de communiquer son assurance et sa certitude qu'être sans qualification, ça n'est pas être sans qualité. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de m'avoir permis de profiter de cette réunion. Alors, je voudrais, avant de vous libérer, vous inviter au cocktail dînatoire ou déjeunatoire, comme on dit maintenant, qui se tiendra dans la salle Comtesse de Caen. Vous sortez du palais de l'Institut et vous vous dirigez vers la gauche, mais auparavant, je vous demanderai de prendre ce que vous avez pu déposer au vestiaire, car vous trouverez un autre vestiaire à l'entrée dans la salle Comtesse de Caen, où vous allez pouvoir maintenant vous restaurer. En tout cas, messieurs, mesdames les présidents, mes chers confrères, mesdames et messieurs, je vous remercie tous d'être restés, pour la plupart, très nombreux jusqu'à la fin, et de n'avoir pas profité de la pause pour vous éclipser. En tout cas, merci aux intervenants, merci aux conférenciers. Encore une fois, nos compliments aux lauréats. Et je ne peux pas remercier le président Lafont, puisqu'il a dû quitter la séance. J'ai retenu de son intervention, puisque c'est grâce à lui quand même que nous avons pu être ici aujourd'hui, j'ai retenu de son intervention une belle parole: payer pour recevoir. Je crois que c'est une très belle maxime. Voilà, merci à tous.